Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Les Verts sont au bord de la fracture. La question de leur retour au gouvernement déchire en réalité le parti écolo. Comme toujours, la fermeture de Fessenheim ou encore l'engagement à baisser la part de l'énergie nucléaire dans la production d'électricité fait partie des gages de bonne volonté donnés par François Hollande à ses alliés écolos. Mais nous sommes en campagne électorale et Nicolas Sarkozy s'est emparé du sujet. Il accuse le président de brader la filière nucléaire pour un simple accord politique. Nucléaire, Sarkozy attaque. C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Corinne Lepage. Merci. Vous êtes présidente du Rassemblement citoyen CAP 21. Vous êtes également avocate. Vous avez été ministre de l'Environnement et eurodéputée. Je cite votre dernier livre, L'État nucléaire, aux éditions Albin Michel. Jean-Marc Jancovici, vous êtes ingénieur, enseignant à Paris Mines-Tech, cofondateur de Carbone 4, un cabinet de conseil spécialisé dans la stratégie carbone. Votre dernier ouvrage, Transition énergétique pour tous, est publié chez Odile Jacob. Daniel Bois, vous êtes politologue, directeur de recherche au CEVIPOF, le laboratoire politique de Sciences Po, spécialiste de l'écologie politique. Je cite votre livre sur le Grenelle de l'environnement qui est publié chez Armand Collin. Enfin, Jacques Percebois, économiste, professeur à l'Université de Montpellier où vous dirigez le Centre de recherche en économie et droit de l'énergie. Vous avez présidé, nous y reviendrons, la commission énergie 2050 sur les perspectives de la filière nucléaire. Et enfin, vous êtes l'auteur de Énergie, économie et politique aux éditions de Bock. Nicolas Sarkozy a lancé l'attaque, le sujet nucléaire redevient, c'est pas la première fois, un sujet politique. Je me tourne vers vous, Corinne Lepage. Elle est de droite, le nucléaire c'est de droite? Non, le nucléaire, je dirais que c'est consubstantiel à l'État et à l'immense majorité de la classe politique française. Ça ne veut pas dire que c'est consubstantiel à tous les Français, ça c'est une autre affaire. Voilà, donc c'est pas une affaire de droite ou de gauche. Mais c'est un débat politique, récurrent. Mais c'est un vrai débat politique et je dirais surtout ça devient un débat économique et financier, à mon avis, avant même que d'être politique. Jean-Marc Jancovici, ça vous surprend que le débat, au fond, se termine toujours de cette manière-là? Parce que les choses n'avancent pas pendant qu'on s'affronte sur le nucléaire. Hein, ça dépend ce qu'on appelle avancer et ça dépend ce qu'on poursuit. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression de reposer les mêmes questions et d'assister au même débat? Oui, mais ça c'est assez normal parce que dans la mesure où les installations nucléaires durent des décennies, ça peut faire des décennies de débat. Donc le nucléaire est le principal sujet dont on débat en France quand il est question d'énergie parce que c'est le seul domaine dans lequel on a des installations de production nationale. Comme on n'a pas ou peu de puits de pétrole sur notre sol, comme on n'a pas ou peu de puits de gaz sur notre sol et comme on n'a plus de mines de charbon en France, le nucléaire est le seul domaine dont on parle parce qu'il y a des objets qui sont situés en France, qui sont visibles, qui peuvent être montrés à la télévision, ce qui a son rôle. Et donc c'est pour ça qu'on focalise les débats énergétiques sur cette question du nucléaire. Par ailleurs, elle a aussi l'avantage pour elle, cette question, de permettre d'incarner un débat que les médias adorent, qui est le petit contre le gros, ce qui est beaucoup plus difficile. C'est vrai que ça marche toujours, ça. Voilà. Je disais, en jouant un peu la provoque, le nucléaire, c'est de droite. Il y a moins de débats au sein de la droite sur la question nucléaire, non? C'est... Daniel Bois, vous avez peut-être une... Oui, je ne suis pas sûr que ce soit aussi simple que ça. Non, mais moi, je ne serais pas tout à fait d'accord avec Corinne Lepage, parce que au niveau de la classe politique, je reconnais qu'il y a une certaine homogénéité. Au niveau du public, il y a des vraies différences gauche-droite, hein, sensibles. Il n'y a pas seulement les écolos qui sont très opposés au nucléaire. Il y a un gradient d'opposition ou d'acceptation du nucléaire maintenant de plus en plus entre gauche et droite qui est très clair. Hein. Un vrai clivage. On dit souvent qu'il n'y a pas de clivage entre la droite et la gauche. Dans la société. Dans la société, pas dans la classe politique. Alors dans la classe politique, c'est plus discutable, je reconnais. Parce que même à l'intérieur du PS, on sait bien que c'est un peu compliqué. Mais je ne dirais pas pour autant qu'ils sont... Oui. Pardon Daniel Bois, vous diriez aujourd'hui que c'est un sujet qui structure la classe politique? Je rappelle que vous êtes politologue, que c'est votre sujet. Ça ne structure pas la classe politique, ça transcende dans la classe politique. Là, je suis d'accord, c'est-à-dire qu'il y a des très nucléaristes au PS, il y a des très nucléaristes à l'UMP, donc il y a un petit peu de tout. Ça transcende les choses. C'est dans la société qu'on a une vraie dimension gauche-droite. À l'intérieur de la classe politique, c'est beaucoup plus compliqué. Mais vous qui êtes des spécialistes du sujet, est-ce qu'à un moment donné, ça ne vous agace pas de voir comment, au fond, est toujours abordé le débat sur le nucléaire? Jacques Percebois.
C'est un débat important parce que le nucléaire, c'est quand même un élément, je dirais, de l'autonomie énergétique de la France, d'un accès au prix de l'électricité relativement bas. Et je répondrai que ce n'est pas un choix de droite ou de gauche, parce que vous trouvez des pro-nucléaires aussi bien au PS qu'au Parti communiste. D'ailleurs, le Parti communiste a souvent été un pilier du nucléaire français. Donc vous avez d'ailleurs, je dirais, si vous reprenez l'histoire du développement du nucléaire en France, je dirais le meilleur soutien du programme nucléaire français, en dehors de la droite et d'une grande partie du PS, ça a été le Parti communiste et la CGT, indiscutablement. Et là, les clivages ne bougent pas. Il n'y a pas d'évolution sur ce sujet-là. On a l'impression, pardon, mais que c'est enquisté. Les pros, les antis, les lobbyistes et ceux qui... C'est le cas, c'est même l'objet de votre livre. Je trouve surtout qu'on n'a pas vraiment un débat. C'est-à-dire que le sujet nucléaire revient périodiquement, généralement par la petite porte, c'est-à-dire on ferme Fessenheim ou on ferme pas Fessenheim, qui est un sujet, mais qui n'est pas le sujet majeur. Le vrai sujet, c'est est-ce qu'on continue avec une filière nucléaire importante dans les années qui viennent, ou est-ce qu'on programme l'arrêt progressif du nucléaire en France? C'est ça le sujet de fond. Et en fait, on n'arrive pas à aborder franchement ce sujet. On ne demande jamais aux Français s'ils sont d'accord pour qu'on construise de nouvelles centrales nucléaires en France, ce qui pour moi est quand même le vrai sujet. Et le sujet économique et financier, je reviens là-dessus parce que pour moi c'est aujourd'hui un des points majeurs, avec le risque, peut-être qu'on en reparlera. Ce sujet-là, il n'est pas traité. Et quand on parle de l'Allemagne, qui est le parfait contre-exemple, on entend en France, oui mais vous comprenez, ils font du charbon, donc ce qu'ils font est nul. C'est-à-dire qu'on a un débat zéro sur le plan de la capacité de nos concitoyens de pouvoir juger réellement de quoi il est question, mais comment quels sont les coûts relatifs. Parce que les Français, ce qu'ils voient, c'est que depuis la fin des années 60, on a fait du nucléaire et que ça a permis de faire la France aussi ce qu'elle est aujourd'hui. Oui, c'est vrai, mais ce qui était vrai en 1960 n'est pas forcément vrai en 2015. C'est pas pareil. On a changé de siècle. Une des choses qu'on n'arrive pas à faire dans ce pays, c'est alors qu'on est au pays de Descartes, c'est de commencer par poser l'objet du débat. C'est-à-dire que vous ne voyez nulle part le nucléaire, c'est quoi? Si vous demandez aux Français de vous expliquer comment fonctionne une centrale nucléaire, il faudrait faire le sondage. Je pense que vous allez en trouver n'importe quoi entre 1 et 5% qui sont capables de vous donner. Oui, mais ça c'est normal, non? S'il y a que 5% des chirurgiens du foie qui savent ce que c'est qu'un foie, c'est quand même un peu ennuyeux de leur confier votre foie. Donc là, vous ne pouvez pas demander aux Français de connaître le fonctionnement d'une centrale, si? Espérer avoir un avis informé sur quelque chose dont vous ne comprenez pas le fonctionnement, c'est quand même ennuyeux, quelque part. Bon. Donc, il y a ce débat, simplement pour expliquer de quoi on parle, est quelque chose qui a énormément de mal à prendre place. Et je vais vous sortir une anecdote. En 2003, j'étais président d'un comité consultatif sur la précédente version du débat national sur l'énergie. Et j'avais proposé que le débat commence par un peu de vulgarisation sur ce qu'est l'énergie. Les 5 représentants des associations écolos m'ont volé dans les plumes en disant « Vous n'y pensez pas, c'est de la manipulation, on ne peut pas faire un truc comme ça. » Donc j'y étais, donc je peux vous le dire. Donc c'est très très difficile sur ces débats qui sont devenus affectifs de dire « Stop, on arrête tout. » On ne peut plus les aborder sereinement, ces débats. On part à zéro, on va simplement décrire l'objet du débat et ensuite on recommencera à discuter pour savoir si on en a envie ou pas envie. Et du coup, le truc d'histoire se répète indéfiniment et sur la base de choses qui sont pour partie vraies, pour partie fausses. Et je vais finir en passant le témoin à Daniel Bois, qui fait tous les ans un sondage sur les perceptions des Français sur l'effet de serre. Un Français sur 2 pense que le nucléaire contribue significativement aux émissions de gaz à effet de serre. On peut lui reprocher ce qu'on veut. C'est le contraire. Donc le débat, il est sur des bases où les gens n'ont pas simplement... Est-ce que vous diriez que le débat, il se fait aussi beaucoup sur la peur? Ceci va avec cela. Vous savez, quand vous comprenez pas quelque chose, vous en avez toujours un peu peur. C'est le cas avec le nucléaire? Oui, ce qui me frappe dans cette affaire de débat, prenez le Grenelle de l'environnement, qui était quand même le débat considéré comme le grand débat sur l'environnement, le développement durable. Pourquoi il a fonctionné? Parce qu'on en a exclu le nucléaire a priori, pour des raisons politiques. C'est-à-dire que ça en a eu un feu vert pour une grande négociation, à condition qu'on en sorte le nucléaire. Et quant au débat sur la transition énergétique, de mon point de vue, et là je suis d'accord avec Corinne Lepage, on a finalement, il y a eu ce deal entre le PS et les Verts qui était de dire, bon, voilà, on va réduire à 50% en 2025, sans expliquer absolument comment on va s'y prendre, et surtout sans que soit posée la question cruciale, et après? Voilà. On en construit ou on n'en construit pas? Quand les centrales vont arriver à 40 ans, c'est pas très difficile à savoir. Vous avez ça sur une feuille Excel, vous rajoutez les années, vous arrivez à combien il y a de centrales à 40 ans. Il n'y a aucune discussion là-dessus. Donc le débat, il n'est pas ouvert sur le vrai problème. Et est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'en plus ce débat, il ne peut pas se dérouler sereinement? Parce qu'à un moment donné, dans la discussion, on vient à parler de Fukushima. Est-ce que ça a changé totalement, Jacques Percebois, la façon
dont les Français, les spécialistes même, perçoivent et appréhendent le sujet du nucléaire et le débat du nucléaire. Ah oui, absolument. Aussi bien Tchernobyl que Fukushima. Peut-être plus Fukushima que Tchernobyl, parce que Tchernobyl, c'était soviétique. Alors beaucoup de gens expliquaient que c'était plus un accident soviétique, entre guillemets, qu'un accident nucléaire. Par contre, Fukushima, ça se passait au Japon, un pays, je dirais, de l'OCDE, qui, en principe, prend toutes les précautions. Donc Fukushima, ça a plombé pas mal de nucléaire. Bon, ce qu'on observe, c'est que, à l'heure actuelle, le nucléaire est quand même reparti dans le monde. Il est faux de dire que tous les pays sortent du nucléaire. Vous avez 72 réacteurs en construction dans le monde. Je signale que tout récemment, le 72 Japon... en construction. dont certains étaient en stand-by, parce que le Japon vient de décider, il y a 2 jours, de reprendre la construction des 28 réacteurs qu'ils avaient mis en stand-by. Donc ça prouve, si vous voulez, qu'il y a des pays qui veulent y venir. Donc, il y a des pays qui ont renoncé au nucléaire, il y a des pays qui ont maintenu le nucléaire, des pays qui veulent rentrer dans le nucléaire. Donc vous avez aujourd'hui, je dirais, sur la palette, des choix qui sont très différents. Et il y a des pays qui débattent, comme la France. Et le sujet, on y vient, fermer Fessenheim. François Hollande a une nouvelle fois réaffirmer son engagement avec un calendrier, l'horizon de la fin du quinquennat. La fermeture de la plus vieille centrale en activité du parc nucléaire français est devenue un sujet d'affrontement politique. Sur place, le débat est réel. Ces manifestations contre manifestations. Nicolas Sarkozy s'est rendu à Fessenheim pour dénoncer les conséquences d'un éventuel démantèlement de la centrale. Reportage Elisa Coudray et Stéphane Lopez. Comme un air de déjà-vu. Nicolas Sarkozy en campagne, au chevet des salariés de Fessenheim. Sauver cette centrale. On va la sauver ensemble. Oui, c'est sûr. Hein. C'est pour ça que je suis là. Merci. Sauver la centrale, même promesse qu'en 2012. Même adversaire aussi, sauf qu'aujourd'hui c'est François Hollande le président. Et il a encore réaffirmé il y a quelques jours, Fessenheim fermera ses portes avant la fin de son mandat. Monsieur Hollande veut la fermer. Pour des raisons économiques? Non, bien sûr. Pour des raisons stratégiques? Non, bien sûr. Uniquement parce qu'il veut mendier quelques voix à des écologistes engagés dans un combat politicien. Fessenheim, encore une fois au cœur d'une bataille politique. Pro, anti, tous l'ont bien compris. Chacun tente de se faire entendre. Samedi dernier, les antinucléaires s'étaient donné rendez-vous à Strasbourg. Environ 500 manifestants inquiets, car ici, personne n'a totalement confiance en la promesse du président de la République. Il tient compte quand même de Ségolène Royal, c'est un peu normal. Elle est le ministre de l'écologie, elle est le ministre de l'énergie. Or, Ségolène Royal change d'avis chaque jour qui passe. Un jour, elle vante la filière nucléaire, le lendemain, elle dit qu'elle fermera Fessenheim, le troisième jour, elle dit que ça sera peut-être une autre centrale, qu'on n'en sait rien. Elle hésite beaucoup, elle attend la décision d'EDF. Il y a urgence parce que cette centrale, depuis son âge, aurait dû être déjà arrêtée depuis longtemps. Elle est trop ancienne, trop âgée. Elle n'est plus à l'âge du temps et de plus elle est bâtie sur une faille sismique et sous le canal d'Alsace, ce qui augmente considérablement les risques d'accident. Quelques jours plus tard, direction Colmar. Ce jour-là se réunit la CLIS, la Commission locale d'information et de surveillance. Élus, associations, experts indépendants, 3 fois par an, la commission interroge les représentants d'EDF sur les questions de sécurité. À l'ordre du jour, l'incident de la semaine dernière, une fuite dans la salle des machines qui a obligé la centrale à stopper quelques jours son unité de production. Les militants écologistes interpellent le directeur du site. J'ai reçu des graphes de mesures de radioactivité par des stations allemandes, une à Neuenburg-Griesheim et une à Fribourg. Et ce qui me surprend, c'est que je vois justement un pic de radioactivité en microsieverts par heure le 27 février, un petit peu avant midi. Je voulais savoir s'il pouvait y avoir un lien avec ce qui s'est passé soit sur le réacteur 1, soit sur le réacteur 2, qui pourrait expliquer cette augmentation de la réactivité mesurée sur Griesheim et Fribourg. Voilà, donc c'est un document d'organisation officielle de mesure. Je pense que je peux vous dire, c'est que nous avons notre propre réseau de surveillance, l'IRSN a ses propres réseaux de surveillance, et monsieur, non. Il n'y a pas, non, il y a une mise Aucun problème, selon EDF. On voit quand même qu'il y a beaucoup d'inquiétudes autour des questions de sécurité. Qu'est-ce que vous répondez aux citoyens qui sont inquiets? Je pense que j'ai répondu aux questions qui sont posées à un CLIS, je vous remercie. Pas d'autres commentaires? Bon, je vais pas les faire inquiétudes sont légitimes sur un tel sujet. Il y a des questions qui sont posées, on y répond. Merci. Nous sommes encore et toujours obligés de défendre ce site face à l'acharnement des antinucléaires
qui ont trouvé en François Hollande le maillon faible. Salariés, habitants, les défenseurs de Fessenheim, eux, continuent à y croire. Ici, en cas de fermeture, plus de 2000 emplois sont menacés. Et monsieur le maire l'assure, il n'y a aucun plan de reconversion. Il n'y a pas de plan B, ça c'est un mythe, parce qu'en transformer la centrale en site de démantèlement, d'excellence, de je sais pas quoi, tout ça c'est la pilule pour faire avaler le reste. Donc mais, du jour au lendemain, c'est des centaines d'emplois en moins. Il y aura sur le site pendant quelques années peut-être une centaine d'employés, c'est tout, qui font de la surveillance. Alors fermeture ou pas, quelle qu'elle soit, la décision sera politique. L'autorité de sûreté nucléaire, elle, a autorisé la centrale à poursuivre ses activités jusqu'en 2023. Et je vous pose cette question d'un téléspectateur. Tel qu'on l'a entendu à Fessenheim, Nicolas Sarkozy a-t-il une idée précise de notre avenir énergétique ou fait-il systématiquement de l'anti-Hollande, Corinne Lepage? Non, je crois que c'est un fou du nucléaire. Ah bon? Oui, carrément. Je pense qu'il est fanatique du nucléaire. On l'a vu quand il voulait vendre des centrales nucléaires à M. Kadhafi. Je pense qu'il trouve que le nucléaire, alors pour des raisons qui peuvent être très légitimes, que c'est vraiment l'alpha et l'oméga. Et pour vous, c'est pas raisonnable comme position? Je pense que c'est totalement déraisonnable. Je pense que Fessenheim, effectivement, il y a une autorisation, puisque l'autorité de sûreté nucléaire a dit que ça allait jusqu'en 2023. Personnellement, mais vous savez que j'ai une double casquette puisque j'ai défendu les gens qui demandaient la fermeture. Quand je dis les gens, c'est quand même près d'1 million de personnes parce que c'est toutes les collectivités locales françaises, suisses et allemandes qui sont au voisinage. Donc c'est quand même pas 3 écolos dans un coin. C'est parce que c'est une centrale qui est considérée par tous les autres comme extrêmement dangereuse. À telle enseigne que la secrétaire d'État à l'environnement allemande est venue sur le site pour réclamer la fermeture de cette centrale. Si nous étions en Allemagne, cette centrale, elle serait fermée depuis belle lurette. On va s'arrêter là-dessus, s'il vous plaît. On va s'arrêter sur ce point précis. Ça fait des années qu'on entend Fessenheim, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux selon vous? Alors, je vais vous dire. Dans le détail. C'est pas à Mme Lepage qu'il faut le demander. Alors, si chacun son tour, si ça vous ennuie pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Et pardonnez-moi, mais là, aujourd'hui, nous sommes 4 sur ce plateau, donc on va quand même écouter notre invité. Je suis désolée, M. Jancovici, mais vous serez obligé de me supporter. Voilà, c'est extrêmement simple. Vous avez une centrale qui est construite dans une zone sismique, puisqu'elle est à proximité de Bâle, où il y a eu un tremblement de terre en 1354. Lorsqu'on a construit Fessenheim vers les années 70, on a pris une référence sur l'échelle de Richter qui était à l'époque de 6,2, on a mis un coefficient de sécurité de 0,5, ça fait 6,7. Sauf que 30 ans plus tard, on a réévalué le tremblement de terre de Bâle et on dit aujourd'hui c'est autour de 7. Donc on est en dessous, premier point. Deuxième point, c'est une centrale qui a été construite en contrebas du canal du Rhin à 8 mètres. Ce qui veut dire que s'il y a une rupture de digue, c'est automatiquement une centrale qui est inondée. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur votre centrale, que le risque sismique et le risque inondation, il est inévitable. Bon. Troisièmement, c'est effectivement une centrale qui est construite sur la nappe phréatique la plus importante d'Europe, d'où l'énervement de nos voisins, parce que s'il y a une pollution, c'est toute la nappe rhénane qui est polluée. Vous ajoutez à ça une seule enceinte de confinement, pas deux. Vous ajoutez à ça pas de tour de réfrigération. Vous ajoutez à ça pas d'autorisation sur les rejets chimiques. Ça fait quand même beaucoup plus. C'est une foultitude d'incidents, beaucoup plus qu'ailleurs. On n'est pas là pour se crêper le chignon et pour retomber dans les travers qu'on dénonce. Donc chacun notre tour. Vous dites ça, c'est très convaincant. Et en même temps, on a l'autorité de sûreté nucléaire qui nous dit mais non, il n'y a pas de problème, cette centrale peut fonctionner encore 10 ans jusqu'en 2023. Donc pardon, les gens qui nous regardent aujourd'hui se disent qu'y croire. Eh bien, on a la chance d'avoir une autorité de sûreté nucléaire indépendante et compétente. L'autorité de sûreté nucléaire a dit, sous réserve de faire un certain nombre de travaux quand même. Donc il y a eu des travaux engagés au niveau de Fessenheim. L'autorité de sûreté nucléaire a donné son accord. Donc, et elle prend en compte ces données. Elle prend en compte les éléments. Je veux dire, les gens de l'autorité de sûreté nucléaire sont ce que j'ai dit ne change pas. Que les gens qui nous écoutent se posent quand même la question. Vous prenez des gens qui sont dans une entité qui a pour seule mission de savoir si les installations peuvent fonctionner ou non et sous quelles conditions, quelque chose qui vient d'être énoncé en 2 minutes 30, vous pensez qu'ils n'en ont tenu aucun compte? Ils peuvent prendre les gens pour des andouilles que de leur dire ça. Non, pas du tout. Je vous ai pas interrompu. Donc, mettez les formes, Monsieur Jancovici, s'il vous plaît. J'ai dit, je n'ai pas interrompu. Donc, je répète, c'est évident que ces gens-là intègrent un certain nombre d'éléments, dont ceux-là. Ils rendent des avis circonstanciés qui ne tiennent pas en un quart de page.
donc la seule conclusion à tirer, si on pense que cette centrale est dangereuse, ou la première en tout cas, c'est de virer tout le monde à l'autorité de sûreté nucléaire. Alors, qu'est-ce que vous répondez au risque de tremblement de terre et d'inondation? Mais que c'est intégré dans la manière dont doit fonctionner l'autorité de sûreté nucléaire. Donc, il faut lire leur production, ce que je confesse ne pas avoir fait, et regarder tous les attendus des décisions qui sont dedans pour vérifier qu'un certain nombre d'éléments ont été pris en compte. Personnellement, ce n'est pas mon job, donc je n'ai pas été regardé. Par contre, je le répète, s'il y a une suspicion légitime sur le fait que cette autorité autorise des installations alors qu'elle ne devrait pas, la première conclusion, quand vous n'avez pas confiance en votre médecin, la première chose que vous faites, c'est d'en changer. Donc, si ces gens-là, on peut tout à fait en changer. Donc, si ces gens-là n'ont pas la compétence nécessaire pour regarder, la seule conclusion à en tirer, c'est qu'il faut changer. Mais qu'est-ce qui vous agace? On voit bien que vous êtes agacé. Qu'est-ce qui vous agace dans cette façon de présenter un débat où on est légitime à se poser avec nos voisins allemands et européens? S'il y a une centrale qui est vieillissante, le débat est tout à fait légitime. Qu'est-ce qui vous agace alors? Ce qui ne l'est pas, c'est l'accusation sans preuve. Donc, quand Mme Lepage accuse, je voudrais finir ma phrase, accuse l'autorité de sûreté nucléaire de ne pas tenir compte d'un certain nombre d'éléments qu'elle vient d'énoncer, moi je dis c'est une accusation sans preuve. Pas du tout, c'est objectif. Je veux dire qu'on ne va pas le changer. Que l'autorité de sûreté nucléaire dise ça fait 30 ans que ça dure comme ça, où sont les preuves qui n'ont pas tenu compte des éléments que vous dénoncez? Tout simplement parce que c'est un fait, Monsieur Jancovici. Vous êtes avocate. Ils en tiennent compte. Des preuves. Où sont les preuves? Comment est-ce que vous expliquez ce que j'ai dit est quand même parfaitement objectif parce que l'autorité de sûreté a dit. Vous vous accusez. Où sont les preuves? Oui, mais écoutez, je vais jusqu'au bout. Lorsque l'autorité de sûreté dit à EDF, vous allez faire des études complémentaires pour voir si. Mais ça existe ce que je suis en train de dire. Je sais que vous défendez EDF, que vous travaillez pour eux, mais c'est pas une raison pour pas me laisser parler. On en revient toujours. Vous avez vu comme c'est là, vous êtes l'un et l'autre la démonstration. C'est une question simple. Mais moi, je vous réponds aussi simplement. Monsieur Bois ne paye pas ses impôts, je dois le prouver. Je vous réponds très simplement deux choses. Vous avez une étude que je vous enverrai avec grand plaisir, qui a été faite par l'État de Westphalie en Allemagne, qui établit très clairement que la sécurité n'est pas remplie. Sûreté nucléaire. Non, mais vous me dites, vous avez le choix. Si vous n'êtes pas d'accord avec l'autorité de sûreté nucléaire, moi je vous dis, il y a d'autres autorités. S'il vous plaît, Monsieur Jancovici, c'est pas notre sujet. On se perd, on s'égare, et surtout les gens qui vous regardent ne comprennent plus rien. Question très simple. Il y a eu un tremblement de terre il y a 700 ans à Bâle. Oui. C'est à combien de kilomètres? Et est-ce que ça met vraiment en danger? Quand la centrale a été construite à cet endroit-là, évidemment qu'on a pris en compte ce risque de séisme. Simplement, ce que je dis, c'est que, et l'autorité de sûreté, elle n'y peut rien, c'est qu'en 30 ans, les connaissances ont progressé et que le niveau de ce tremblement de terre a été réévalué. Que l'autorité de sûreté nucléaire dit, ok, dont acte, c'est possible. Il n'en reste pas moins que ce que je dis est totalement objectif. Alors, Jacques Percebois, est-ce qu'on avait anticipé le tsunami? Est-ce qu'on avait anticipé, on avait simulé ce qui pouvait se passer en cas d'inondation d'une centrale? On avait anticipé un tsunami, mais pas un tsunami aussi important, c'est vrai. Sur Fukushima, il faut bien voir que le tremblement de terre, les centrales ont résisté. Le problème, ça a été le tsunami qui est passé par-dessus, si vous voulez. Et donc, c'est ensuite d'autres questions qui se sont posées, parce qu'on n'avait pas anticipé que la vague ferait, je crois, c'est 9 mètres, qu'on avait pensé qu'elle ferait moins. Donc, je pense que depuis Fukushima, les autorités de sûreté nucléaire, notamment l'autorité de sûreté nucléaire française, qui a la réputation d'être compétente à l'échelle internationale, je dirais, à regarder tous les arguments. Alors, évidemment, personne ne peut donner une garantie absolue à 100% qu'il ne se passera jamais rien. Bon, de même que dans n'importe quel domaine industriel, c'est vrai dans la chimie, c'est vrai dans l'aviation, c'est vrai dans tous les domaines. Ceci étant, je pense que depuis Fukushima, des études complémentaires ont été faites. D'ailleurs, des investissements ont été faits à la demande de l'ASN, de l'autorité de sûreté nucléaire, à Fessenheim. Donc des investissements, ne serait-ce que pour prolonger la durée de vie de Fessenheim, il a fallu qu'EDF accepte des investissements. Donc dans l'état actuel des choses, je dirais, la probabilité elle est pas égale à zéro, qu'il y ait un incident n'est pas égale à zéro. Ceci étant, je pense que l'ASN, vu ce qui s'est passé à Fukushima, ne prendrait pas le risque de laisser une centrale qui poserait des problèmes. Pardonnez-moi. Il y a deux arguments qui sont évoqués dans ce débat quand on parle de Fessenheim. Il y a la question de l'emploi, 2000 emplois menacés, et il y a aussi la question du coût du démantèlement. Alors prenons ces sujets les uns après les autres. Est-ce que la question de l'emploi, c'est majeur en ce moment dans ce pays, ça parle aux téléspectateurs, on supprimerait 2000 emplois en fermant cette centrale et puis on réduirait considérablement l'activité économique de la région. Est-ce que ça vous l'entendez dans le débat ou est-ce que ça ne doit pas peser selon vous?
On l'entend, mais je pense que ce n'est pas l'argument principal. Si vous voulez, de même qu'on fait une force de dissuasion ou qu'on fait une armée pour défendre un territoire, on ne fait pas une armée pour créer des emplois. On ne fait pas une politique énergétique pour créer des emplois. Si ça crée des emplois, tant mieux. L'important, c'est d'avoir une politique énergétique qui a pour objectif d'approvisionner un pays dans les meilleures conditions avec une sécurité d'approvisionnement. Alors, on fait des choix. Ces choix sont créateurs d'emplois directs, indirects ou induits, soit internes, soit indirectement, peu importe. Mais l'objectif numéro un, c'est pas de créer des emplois. Parce que à ce moment-là, il faudrait revenir à des formes d'énergie archaïques, si vous voulez, ça créerait encore plus d'emplois. Donc c'est pas ça l'argument. Alors par contre, le coût est un argument important. Le coût du démantèlement. Nicolas Sarkozy a donné un chiffre, pardonnez-moi de vous couper, il a parlé de 8 milliards, je crois, c'est ça? Et donc des chiffres entre 5 et 8 milliards d'euros, a dit Nicolas Sarkozy. Et comment elle s'appelle, Ségolène Royal, voilà, la ministre de l'écologie, a dit c'est totalement farfelu. Elle s'appuyait sur un rapport qui parlait plutôt de 5 milliards d'euros. Elle dit que c'est déjà beaucoup trop par rapport au coût réel. Est-ce que vous avez un chiffre? Le coût technique d'installation, de production de centrales nucléaires qui ont été totalement démantelées dans le monde, c'est quelques centaines de millions d'euros. C'est ça l'ordre de grandeur. Ah oui. Par contre, ce dont parlait probablement Nicolas Sarkozy, c'est de la perte économique liée au fait que vous fermez avant l'heure une installation, parce que ça, c'est de l'ordre de quelques milliards d'euros. Je vous dis sa phrase, le coût du démantèlement de Fessenheim, 5 et 8 milliards d'euros. Alors, 8 milliards, c'est sûr que non. C'est sûr que non. Et si vous pensez à quelque chose associé à Fessenheim qui pourrait valoir quelques milliards d'euros, le premier truc qui vient à l'esprit, c'est la perte économique liée au fait que vous fermez la centrale avant l'heure. Pas d'accord. Alors, je cite un rapport parlementaire de 2014 qui avait évalué à 5 milliards d'euros le démantèlement, la fermeture de la doyenne des centrales. Oui, non, mais là où je suis d'accord avec M. Jancovici, c'est que si on ferme, il est possible qu'il y ait une demande indemnitaire. Mais ce dont parlait Nicolas Sarkozy, c'était pas de ça, c'est bien du démantèlement, en confondant du reste allègrement la mise à l'arrêt et le démantèlement qui sont deux choses différentes. Mais passons. Sur le démantèlement lui-même, c'est très amusant de l'entendre citer ce chiffre parce que je rappelle quand même que la droite s'est battue pour faire croire que le coût total du démantèlement en France ce serait 13 milliards d'euros pour les 58 réacteurs ou 15 milliards d'euros. Alors entendre M. Sarkozy dire que ça va coûter 5 à 8 milliards l'unité, c'est quand même assez risible. Bon, ceci étant, ce qui est vrai, c'est que si vous prenez les bases anglaises ou suédoises, qui sont les plus sérieuses pour l'évaluation du coût du démantèlement, vous êtes à plusieurs milliards de l'unité. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ce que dit M. Jancovici. La meilleure preuve en est, je terminerai là-dessus, que Brennilis, en France, qui est en cours de démantèlement depuis 1984, une paille, était parti sur un coût de 100 millions au départ. On est pratiquement au milliard aujourd'hui et c'est pas fini. Combien ça représente en termes de production d'électricité Fessenheim? Est-ce que c'est très important pour l'Alsace notamment? Est-ce que l'un d'entre vous peut répondre à cette question? Deux réacteurs de 900 mégawatts sur 58 réacteurs, donc ça représente 2 sur 58. Alors pour la région, si vous voulez, la question qui s'était posée, c'est est-ce que si on ferme Fessenheim, ça pose un problème pour la gestion du réseau? La réponse est non, parce qu'on peut Par quoi on remplace? Solutions. On peut faire appel à d'autres centrales. De toute façon, on fait appel à d'autres centrales qui sont un peu plus éloignées. Donc il n'y a pas de problème d'équilibre du réseau. Le problème, il n'est pas là. Alors sur le démantèlement, c'est vrai qu'il y a le contre-exemple de Brennilis. Je suis d'accord, Brennilis, c'est un peu le contre-exemple. Sur le coût du démantèlement, à la Commission Énergie 2050, la question évidemment a été posée. Moi, je vais m'appuyer sur un rapport qui est le rapport de la Cour des comptes, parce que la Cour des comptes, c'est un organisme que tout le monde respecte en considérant que c'est des gens sérieux. Et ils ont accès en plus aux informations. La Cour des comptes, dans son rapport 2012 puis 2014, dit le coût de démantèlement. Alors on en tient compte dans les calculs parce que EDF a provisionné, mais la Cour ajoute. Il faut être honnête, la Cour ajoute, on n'est pas certain que les provisions soient suffisantes. Donc la Cour ne dit pas, parce que beaucoup de gens disent, on ne tient pas compte du tout du coût du démantèlement. C'est faux, on en tient compte, il y a des provisions à la fois pour le démantèlement des centrales et pour la gestion des déchets. C'est très modeste, c'est 15 milliards. Mais alors voilà, le débat c'est, mais aujourd'hui, honnêtement, personne ne peut répondre de façon affirmative. Voilà. Et si on voulait le faire, c'est trop ou c'est pas assez, personne ne peut vraiment répondre. On sait que c'est pas trop. Et la Cour est prudente. Voilà. Et si on voulait le faire, ce ne serait pas une question de financement?
On est d'accord avec ça? Non, parce que ça représente un pourcentage modeste. D'accord. Alors, en tout cas, la question de la fermeture de Fessenheim est au cœur des discussions entre les écolos et le président de la République. Et la question du retour des Verts au gouvernement s'est transformée en guerre de tranchées chez Europe Écologie Les Verts. Deux lignes s'affrontent, les amis de Cécile Duflot qui refusent les compromis sur l'écologie et sur la ligne économique et sociale, et les parlementaires autour du sénateur Jean-Vincent Placé qui sont prêts à intégrer une équipe Valls au nom de la volonté de faire et de peser de l'intérieur. Le débat interne est sur le point de faire exploser le parti. Barbara Steck, Arnaud Fora avec Lise Barcellini et Guillaume Biron. La sortie progressive du nucléaire. C'était la promesse phare, le totem de l'accord entre Verts et socialistes. 3 ans plus tard, la date de la fermeture de Fessenheim n'est toujours pas fixée. Et la loi sur la transition énergétique, qui doit acter la réduction de la part du nucléaire dans le mix électrique, n'est toujours pas votée. Une situation qui divise les écologistes, des courants contraires, où certains voient encore le verre à moitié rose, comme Denis Baupin. Je pense que le gouvernement il a défendu les textes tels qu'on les avait calés, c'est-à-dire 2025 sur le nucléaire, c'est 50% de nucléaire, à la fois à l'Assemblée nationale c'était très clair, Ségolène Royal d'ailleurs s'est exprimé de façon claire sur un désaccord que nous avons, nous on est pour la sortie du nucléaire, mais elle dit qu'elle n'est pas pour la sortie du nucléaire, et ce que je comprends c'est la position des socialistes, mais sur le fait qu'il faut diversifier et réduire la vulnérabilité de la France au tout nucléaire. Il fait partie de ceux qui se verraient bien au gouvernement. Il faut évidemment toujours mieux être à l'intérieur, sinon il ne faut pas faire de politique. C'est respectable de ne pas faire de politique. On peut être dans le milieu associatif et puis se militer, etc. Et je l'ai fait pendant des années, beaucoup de gens le font. Mais si on fait de la politique, c'est pour assumer la responsabilité de prendre des décisions, de participer au pouvoir. Après les élections départementales, une réunion est d'ores et déjà prévue, avec les Verts favorables à un retour au gouvernement, mais aussi d'autres forces écologiques. Et la question à l'ordre du jour sera... quelle responsabilité pour les écologistes? Pascal Canfin, ancien ministre, n'y participera pas. Lui voit surtout le verre à moitié vide et ne se fait plus d'illusions sur les promesses présidentielles. Dans ce combat qui est en cours, est-ce que c'est nous qui allons gagner? Est-ce que c'est le fait que Areva soit en faillite qui va s'imposer comme une évidence qu'il faut changer de modèle? Ou est-ce que c'est les lobbies traditionnels qui vont l'emporter? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et le fait que je ne réponde pas, il y a un engagement du président de la République, donc ça va se faire, c'est évidemment parce que nous en doutons. Et si nous en doutons, c'est parce que des choses ont été dites, redites et jamais faites. Et que c'est ça le cœur du sujet. C'est qu'à un moment donné, il faut être en cohérence entre les actions et les discours. Nous ne demandons rien de plus. Pour autant, le parti ne ferme pas la porte au dialogue avec les socialistes et souhaite éviter l'éclatement. Partir, agir ou rester, et à quelles conditions? Difficile aujourd'hui de savoir la modalité d'un retour au pouvoir et le poids du nucléaire dans la discussion. Cécile Duflot, la présence au gouvernement n'est pas nécessaire pour faire évoluer la société. Sur le nucléaire, ce qui est sûr, c'est que la loi sur la transition énergétique a été discutée à l'automne dernier. Nous n'étions plus au gouvernement, mais par la force de conviction, par, j'allais dire, la réalité qui rattrape le discours des écologistes, on a fait avancer les choses sur le développement des énergies renouvelables, le soutien aux énergies renouvelables et le fait de lever les freins que depuis des années on a mis en place, notamment pour lutter contre le développement de l'éolien en France. On a fait avancer les choses. Quand on est écologiste et qu'on se bat depuis des années pour la sortie du nucléaire, on a intérêt d'avoir sacrément d'espoir. France, dans un pays qui a été claquemuré intellectuellement, y compris les dirigeants politiques, sur le côté inamovible du nucléaire, qui est pourtant une exception française assez funeste finalement, parce qu'elle nous enferme et elle nous empêche d'évoluer. Et l'espoir pourrait paradoxalement venir de l'UMP. En prenant fait et cause pour la centrale de Fessenheim, Nicolas Sarkozy pourrait pousser François Hollande à prendre le contre-pied et tenir finalement sa promesse. Alors justement, à propos de la promesse, la fermeture de Fessenheim aura-t-elle lieu avant la présidentielle de 2017 et sera-t-elle irréversible, Corinne Lepage? Déjà, en décidant que ce serait en 2017, par là même, il y a un doute sur l'irréversibilité. Si le président de la République l'avait fait en 2015, c'était acquis.
En 2017, vous voyez très bien Oui, il y a un petit sujet en 2017, si ça se fait au mois d'avril et qu'au mois de mai, il y a un autre président, dans les 2 mois, il peut revenir dessus et c'est parfaitement légal. Donc déjà, la date elle-même, pour moi, a toujours été un sujet de doute. Bon, deuxièmement, comme ça a été rappelé, l'autorité de sûreté nucléaire a dit c'est bon. Le Conseil d'État, parce que Delphine Batho a très mal joué sur la procédure qui avait été intentée par les collectivités étrangères, a dit il n'y a pas de risque, donc on ne peut pas fermer pour le risque, qui était à mon avis le seul vrai motif. Donc ensuite vous tombez dans des motifs politiques, ça, à mon avis, ça ne tient pas la route. Des accords pour composer un gouvernement pour élargir une majorité ce qui tient la route, c'est un projet de stratégie énergétique, c'est-à-dire de dire, comme le disait Daniel Bois tout à l'heure, bon, il y a un horizon 2025, mais on fait quoi en 2030, on fait quoi en 2035, on fait quoi en 2040 ? Donc de dire, ben voilà, on est parti sur une réduction programmée du nucléaire, on est à temps à telle époque, à temps à telle époque, à temps à telle époque, ça veut dire fermer les centrales à tel rythme, ça veut dire développer le renouvelable à tel rythme, etc. Ça, c'est une vraie stratégie, mais de dire, je vais fermer une centrale, moi je suis pour, hein, vous savez que je suis pas très pro-nucléaire, mais simplement, je trouve que le faire comme ça tout seul, sans qu'on ait une logique autour, c'est extrêmement difficile. Ce serait toujours ça de prix, non? Ce serait toujours ça de prix. Alors, vous avez dit, en gros, c'est de la politique politicienne, mais si ça fait avancer la cause écologique, qu'est-ce que vous en dites, Daniel Bois? Il y a un exemple, on a peut-être un petit peu oublié, mais en 97, l'accord entre les Verts et le PS a abouti à la fermeture de Cressmalville. Cressmalville, alors c'était pas simplement, cette fois-ci c'est plus compliqué, c'était pas n'importe quelle centrale. C'était une nouvelle filière qui était le surgénérateur, où il y avait des incertitudes, etc. Mais c'est arrivé, donc il y a eu un deal à cette époque-là, entre le PS et les Verts, sur le fait de fermer. Et la centrale, elle a été fermée, Cressmalville. Hein, les Verts n'ont pas obtenu. Fermée par moi-même. Ah ben, avant. Même, sans doute. Mais non, parce qu'il y a eu un arrêt du Conseil d'État qui a annulé le décret, et j'ai refusé de signer un décret de redémarrage. En mettant ma présence au gouvernement, j'ai proposé de démissionner. Mais ce que dit aussi Daniel Bois, c'est qu'au fond, des accords politiques peuvent permettre de construire une stratégie énergétique. Oui, sauf, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, sauf que l'accord entre les Verts et le PS, de mon point de vue, il a fait ça qu'à moitié. Parce que dire simplement l'accord entre les Verts et le PS, ça consiste à dire que en 2025, on sera à 50% d'électricité nucléaire. Oui, d'accord, mais c'est une question, mais ce n'est pas la vraie question. La vraie question, c'est au bout des 40 ans, est-ce qu'on renouvelle à 60 ans comme font les Américains, ou est-ce qu'on construit de nouvelles centrales, ou est-ce qu'on fait l'hypothèse que par miracle, à ce moment-là, on aura de l'énergie renouvelable qui remplacera les centrales. C'est ça la vraie question. C'est la question qui n'a pas été discutée dans la loi, dans le débat sur la transition énergétique. Et je pense que ça n'a pas été discuté pour des vraies raisons. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, encore une fois, à se projeter à cet univers-là, à ce futur-là, et on n'arrive pas à prendre des décisions parce que l'accord Vert-PS n'était pas suffisamment profond, suffisamment sûr pour arriver à dire vraiment quel serait l'avenir au-delà de cette réduction à 50%. Que même EDF ne semble pas tellement gêné en fait par cet accord. Et vous mettez le doigt sans doute sur l'une des questions que se posent les gens qui nous regardent, c'est au fond le nucléaire, c'est peut-être pas terrible, c'est dangereux, ça a des inconvénients, enfin on a bien compris qu'il y avait un débat entre vous, mais qu'est-ce qu'il y a après? Vous avez posé la question, et je voudrais vous poser cette interrogation d'un téléspectateur ou d'une téléspectatrice. Combien d'éoliennes faudrait-il pour remplacer Fessenheim? C'est pas comme ça qu'il faut poser la question. Pourquoi c'est pas comme ça? Pardonnez-moi, c'est pas comme ça qu'il faut poser la question. D'abord parce qu'on est dans une politique d'efficacité énergétique. Mais vous la connaissez la réponse, pardon? Vous la connaissez la réponse? Non, mais parce qu'il n'y aurait pas que des éoliennes. Il y aurait entre 1000 et 2000, vous dites? À peu près, oui. Ouais, mais il y aurait des éoliennes, mais il y aurait du solaire. Et c'est inconcevable. Il y aurait du solaire, vous auriez de la biomasse, vous n'auriez pas que des éoliennes. C'est pas inconcevable, mais c'est pas gratuit. Alors, quelques éléments de cadrage pour commencer. Il y a souvent en France une idée qui est si on est écolo, on est anti-nucléaire. Est-ce que vous savez quels sont les premiers consommateurs d'électricité nucléaire par personne au monde? Non. Les Suédois, qui par ailleurs n'utilisent pas de gaz dans le chauffage, n'utilisent pas de pétrole dans le chauffage, n'utilisent pas de gaz et de pétrole et de charbon dans leur industrie, donc qui recourent énormément à l'hydroélectricité, donc le renouvelable, et à la biomasse. Donc l'idée sympathique selon laquelle si on est écolo, on est anti-nucléaire, est une idée très française. Il y a des tas de pays dans le monde dans lesquels c'est absolument pas vrai. Si vous lisez les travaux de quelques précurseurs de l'écologie, et notamment de l'équipe qui avait conduit à un truc qui s'appelle le rapport du Club de Rome, qui rappellera quelque chose aux vieux, le nucléaire était du côté des solutions écolo à cette époque. Donc, et les Anglais
et les Anglais, quand vous leur demandez quelle est l'énergie dans laquelle il faut investir le plus, je dis bien le plus, ils veulent le faire d'ailleurs. Mettre le nucléaire en tête. D'accord. Et les Chinois continuent à le faire, etc. Mais c'est pas la question. Comment on remplace avec de l'énergie et du renouvelable? Cette question-là n'est pas posée à cause de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire si vous êtes écolo, vous êtes anti-nucléaire, donc fermez le banc et on passe à je ne sais pas quoi du reste. La bonne question, c'est à quoi sert l'énergie? Quel est le bon compromis entre la quantité qu'on veut en avoir et les inconvénients d'en avoir beaucoup? Parce qu'il se trouve que l'énergie a une définition en physique, c'est une grandeur physique, hein, l'énergie, avant d'être un sujet de débat. L'énergie est la transformation par définition en physique. C'est la marque de la transformation. Donc plus vous avez d'énergie, plus vous transformez, du coup plus vous avez les avantages de la transformation, mais plus vous avez ses inconvénients. Vous ne pouvez pas beaucoup transformer sans avoir beaucoup d'effets à côté. Les énergies sympathiques en général sont les énergies qu'on utilise à toute petite dose, comme ça il n'y a pas beaucoup d'inconvénients puisqu'elles sont utilisées à toute petite dose. Le solaire, l'éolien, etc. Pour le moment, c'est des toutes petites énergies à l'échelle mondiale. Vous n'y croyez pas pour être une énergie de substitution à terme? Ce que je dis, c'est que si c'est tout petit, par définition, ça n'a pas beaucoup d'inconvénients. D'accord. C'est tout petit. Bon. C'est pas tout petit. Pour finir, c'est tout petit. Alors, pour finir là-dessus. Pour l'instant, c'est sans doute ce que vous voulez dire. C'est que pour l'instant, c'est plus 40% par an. Alors, pour l'instant, mais oui, mais quand c'est tout petit, plus 40% par an, ça fait toujours plus 40%. Le nucléaire en Chine, dont vous gargarisez, c'est combien? Si Renault veut remplacer la vente de Chine. voitures par la vente de trombones, les trombones peuvent augmenter de 40% par an pendant un certain temps. Bon, alors, on avance. Du coup, sur le renouvelable, parce que c'est la question que... Alors, je vais vous donner un chiffre, un seul. Oui. Issu de l'observation. Le programme allemand, qui, en gros, a pour objectif d'essayer de remplacer prioritairement le nucléaire par des renouvelables. Hein, c'est pour le moment la question... Du charbon, pour l'instant? Non, la question climatique n'est pas dans le sujet. C'est juste pas dans le sujet. Alors, ça monte un peu une année, ça descend un peu une autre, mais on est dans des fluctuations. Hein. Ils ont, pour le moment, fermé 8 réacteurs. Ils ont mis sur la table à peu près 300 milliards d'euros d'investissement. Je dis bien 300 milliards, c'est-à-dire à peu près la valeur de reconstruction à neuf du parc nucléaire français, à peu près, pour produire 18% de leur électricité à partir de renouvelables. Et les dispositifs qu'ils utilisent vivent 2 à 3 fois moins longtemps qu'une centrale nucléaire. Bon. Ce faisant, ils ont fichu le pastis sur le marché de l'électricité. Parce que quand vous regardez comment ça se passe, vous pouvez vraiment dire que le prix dépend du sens du vent, en l'occurrence pas du sens mais de la quantité. Ils ont créé des engorgements sur les interconnexions aux frontières à tel point que les Tchèques ont fini par dire si vous continuez, on va couper le réseau à la frontière tchèque parce qu'on ne peut plus supporter. Vous êtes en train de nous démontrer qu'on ne peut pas en sortir. Je suis en train de vous démontrer que si on veut en sortir, ça va coûter très cher, on peut le faire, ce n'est pas le sujet. Physiquement, c'est possible. Ce que je dis juste simplement, c'est qu'il faut que les gens comprennent que la contrepartie, c'est que les investissements vont être multipliés par 10 à 30 et que les investissements vont être multipliés par 10 à 30. Jacques Percebois, on parle du mix énergétique. Hein, au fond, la solution... Ça ne fera rien gagner sur les émissions françaises. Alors, la solution, elle est sans doute pas dans des éoliennes qui remplacent des centrales nucléaires. On a bien compris que l'idée, c'est construire une stratégie énergétique à long terme et de construire un mix énergétique. Quelles sont les énergies d'avenir? Est-ce que vous considérez que le nucléaire reste une énergie d'avenir, mais au-delà? Alors, je considère que le nucléaire, c'est une énergie d'avenir. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut faire confiance qu'au nucléaire. Le nucléaire, aujourd'hui, c'est 12% de la production d'électricité à l'échelle mondiale. Alors, c'est beaucoup en France, c'est 75%. Alors, non, de la production 4% pour l'énergie. Non, de la production d'électricité, c'est 12%. Les chiffres sont des chiffres. Oui, mais énergie, c'est 4%. Vous parlez d'énergie primaire. Moi, je parle de production d'électricité. Donc, c'est bien 12% de la production. Et ça va augmenter, on est d'accord. Il y a des pays qui vont y venir. Enfin, ça va augmenter, c'est pas beaucoup, parce qu'on fait beaucoup de centrales à côté. Mais attendez. L'Inde, la Chine, ils vont s'y mettre, et ils s'y mettent déjà. Oui, mais ça baisse. Ils font il y en a qui plus de ferment. centrales au charbon que de centrales nucléaires. Donc, si vous voulez, en pourcentage, ça augmente pas beaucoup, parce qu'ils font plus de charbon et de centrales à gaz. Non, ce que je veux dire, c'est que le problème des renouvelables, c'est que ce sont, pour l'instant, des énergies intermittentes. Tant qu'on ne sait pas stocker l'électricité, on a un problème avec les renouvelables. L'exemple très simple, c'est les Allemands ont investi dans l'éolien et le photovoltaïque une puissance qui est supérieure à la puissance nucléaire française, au-delà de 63 gigawatts. Bon. Mais ça ne produit qu'un peu plus de 20%. Ils doivent être à 24% maintenant. Non, ils ont monté. Ils sont à 24% de leur production d'électricité. Éolien et PV, 12. Juste l'éolien et PV, c'est 12. Non, ils sont bien au-delà. Non, ils sont beaucoup plus. Éolien et PV seul, non, il y a le biogaz avec. Non. Alors, on avance, peu importe. C'est une bataille d'experts, là. Vous nous perdez en route. Et alors que la France, on est à 75%. Donc, moi, je pense que, si vous voulez, si on veut avoir une vision sur l'avenir du nucléaire, la France, pour des raisons historiques, et notamment de recherche de l'indépendance, a joué la carte du nucléaire, et à mon avis, ça a été un bon choix.
Le problème, c'est qu'on est probablement à un seuil qui est peut-être excessif. Alors, ça veut dire qu'on peut très bien réduire la voilure. Moi, 50% en 2025, vous trouvez que c'est une... Non, je dis, on peut réduire la voilure. 50% en 2025, à mon avis, c'est irréaliste. Parce qu'il faudrait fermer... en 2025, c'est demain. Il faudrait fermer 20 centrales d'un coup, si vous voulez. On ne va pas fermer 20 centrales d'un coup. L'objectif, on le rappelle, il est maintenu dans la loi de transition énergétique. Ça fait quand même partie des choses qui sont répétées chaque jour. Mais on peut mettre des choses dans les lois, et puis ensuite on regarde ce qui se passe. Mais je dirais, ça me paraît complètement irréaliste. Alors, qu'on réduise un peu la voilure, quelque chose, ça ne me semble pas choquant, mais je pense dans le nucléaire, il faut bien voir qu'il n'y a pas que les réacteurs actuels. Et donc je m'appuie sur une déclaration de Mme Ségolène Royal, oui. On ne peut pas accuser d'être anti-nucléaire, oui. On peut l'accuser en tout cas de ne pas tenir compte des problèmes du nucléaire. Mme Royal a fait une déclaration en janvier disant que le nucléaire c'était l'avenir en France et notamment les nouveaux réacteurs de 4e génération. Je vous remercie pour la transition. Nous allons parler de l'EPR qui devait être la vitrine de l'excellence française en matière d'industrie nucléaire. Mais sur les 4 centrales en construction dans le monde, 2 accumulent de grosses difficultés. Celui de Flamanville en est à 5 ans de retard et un coût multiplié par 3 avec une facture de 8,5 milliards. La livraison est donc reportée à 2017 avec la promesse de produire plus, de consommer moins de combustible, le tout avec une sécurité renforcée. Le dossier avec Maxime Vauthier, Joël Lefebvre, défi technologique. On regarde. Coincé entre une falaise de granit et la Manche, le chantier de la centrale nucléaire de Flamanville semble un peu prendre l'eau. Après 7 ans de travaux, le réacteur EPR nouvelle génération n'a toujours pas démarré, au contraire de la machine judiciaire qui s'est emballée. À 30 km de là, à Cherbourg, depuis lundi s'est ouvert le procès des travailleurs de l'ombre, avec une question pour les avocats de la CGT partie civile. Les centaines d'ouvriers venus de Pologne et de Roumanie présents sur ce chantier hors norme étaient-ils tous dûment déclarés ? On a eu affaire à un système, à mon avis, organisé, entre des entreprises de travail temporaire artificiellement domiciliées dans certains pays, et notamment à Chypre, qui détachent des salariés polonais pour les envoyer sur le site de l'EPR de Flamanville en France, donc par le biais d'une utilisation dévoyée de certaines règles européennes qui, de toute façon, n'ont pas été respectées. Donc c'est le problème de notre réglementation, tant européenne que nationale, et des contrôles qu'on met pour vérifier que certains salariés étrangers sont employés correctement sur notre pays. Si la question du statut de ces travailleurs détachés est un point central du procès, elle met surtout en exergue les difficultés rencontrées depuis de nombreuses années. Pour le groupe Bouygues, prestataire de services en charge d'une partie des travaux et aujourd'hui sur le banc des accusés, la mauvaise gestion du chantier a mené à cet imbroglio juridique. Il est apparu au bout de 2 ans que ce qui avait été envisagé, notamment sur le plan des armatures, ce qui sur le plan de la sûreté et de la sécurité est quelque chose d'essentiel, était bien en deçà des nécessités, au point qu'il apparaît que le nombre de tonnes d'armature, en définitive, a plus que doublé et les ressources à mettre en œuvre, les énergies à déployer, ont plus que doublé. Et ça s'est produit dans des conditions où il y avait les mêmes exigences de délai et de planning. On n'a pas trouvé dans les délais qui étaient exigés suffisamment d'entreprises en France ou de salariés employés ferrailleurs en France pour faire face à des exigences exceptionnelles en matière de quantité, de qualité et de délai. Il faut dire que le gigantesque chantier de l'EPR accumule depuis plusieurs années retard sur retard. Prévu pour 2012, la mise en route du réacteur de 3e génération de Flamanville ne devrait pas se faire avant 2017. En difficulté, le groupe Areva, concepteur du réacteur, ne parviendrait pas, selon EDF, à livrer à temps les pièces essentielles, comme les structures internes à la cuve. Résultat, le coût du chantier explose. Prévu à hauteur de 3 milliards d'euros, il en coûtera finalement au moins le triple. On sera très proche des 10 milliards, donc on est dans une gabegie absolument formidable, mais il faut arrêter les frais. La vitrine du nucléaire à la française proche de se fissurer. En Finlande, à Olkiluoto, l'EPR se fait toujours attendre. Il devrait être prêt en 2018, avec 9 ans de retard sur le calendrier initial et 5 milliards d'euros d'excédent. Selon les experts, la note pourrait être même plus salée si, comme il l'avance, chaque année de retard coûte bien plus de 700 millions d'euros à Areva. Des chiffres astronomiques qui contribuent en grande partie aux pertes records d'Areva pour l'exercice 2014,
près de 5 milliards d'euros. L'occasion pour Philippe Varin de remettre en cause la stratégie du groupe sur les dernières années. Areva est en situation de crise. Cette crise résulte d'une conjonction de facteurs, des décisions malheureuses, une déficience dans la gestion de certains grands projets, un manque d'adaptation à l'évolution des marchés après l'accident de Fukushima. Les avaries de l'EPR, catastrophe industrielle en perspective ou péripéties inévitables lors des chantiers d'une telle envergure. Des incertitudes qui n'ont pas découragé nos voisins britanniques. On serait intéressé par l'achat de 2 EPR de l'autre côté de la Manche. Vous y croyez à 2017, le premier EPR qui entrerait en activité en France? Je ne suis pas ingénieur, mais enfin, ça me paraît quand même très mal barré. Kilotus, c'est 9 ans. Même en Chine, où on est en joint venture minoritaire, ça a 2 ans de retard. Et pourtant, c'est en Chine et avec le REC chinois. Alors, vous citez l'Angleterre. Évidemment, c'est EDF qui est en Angleterre. C'est British Energy, ça appartient à EDF. Donc mais on a bien compris que vous n'étiez pas pro-nucléaire. Ça, jusque-là, les choses sont claires. Mais est-ce que ça, malgré tout, ça peut être l'avenir du nucléaire? Celui-là, sûrement pas. Alors ensuite, on peut parler des petits réacteurs, c'est ce dont parlait Monsieur Percebois tout à l'heure, c'est-à-dire l'ATMEA, des plus petits réacteurs. Moi, je pense que, franchement, c'est pas une filière d'avenir. Que la filière d'avenir, c'est le solaire. C'est ça la grande filière d'avenir. Et quand vous regardez la manière dont, au niveau mondial, aujourd'hui, les développements se font, les croissances se font, c'est sur le solaire. Et dans tous les pays du monde, la Chine fait un peu de nucléaire, c'est vrai, 2% du bouquet énergétique chinois, c'est vraiment anecdotique. C'est vrai, mais vous êtes revenu sur EDF en disant oui, en gros, c'est normal qu'ils aillent faire du nucléaire. Tant mieux si on vend nos centrales, non? Je me plains pas, mais simplement ce que je dis, c'est qu'on n'en a pas vendu. L'Angleterre, c'est pas vraiment une vente. Tous les autres, et c'est normal. Qu'est-ce que vous voulez? On n'est pas capable de montrer ce qu'on est capable de faire chez nous. Comment voulez-vous que les autres l'achètent? Il n'y a aucune raison quand même. Ils ne sont pas suicidaires. Qu'est-ce que vous dites, vous, quand vous voyez le projet EPR? Est-ce que vous dites c'est l'avenir de la filière, il faut avancer, il faut aller plus vite, il faut lever les obstacles? Alors l'EPR, c'est 3e génération. Alors c'est un réacteur qui se veut extrêmement sécurisé. N'oublions pas que c'est une tête de série. Alors il y a eu des erreurs au départ qui tiennent au fait que Areva a été extrêmement, je dirais, ambitieuse et a pensé que ça marcherait très vite, qu'il pourrait construire, par exemple, l'EPR en Finlande en 4 ans et à un coût de 3 milliards ou 4 milliards, alors qu'ils ont complètement sous-estimé. Alors, voilà, c'est un prototype qu'on est en train de construire et c'est pour ça que c'est long et que c'est fastidieux. Pas seulement. Il y a eu une erreur stratégique. L'erreur stratégique, c'est, n'oubliez pas qu'en France, on a construit 58 réacteurs en 25 ans. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on avait un schéma industriel très cohérent. On avait un maître d'œuvre qui était EDF. On avait la Cogema qui s'occupait de l'uranium en amont et en aval, donc du combustible, et on avait Framatome qui construisait les réacteurs. Et tout ça avec un chef d'orchestre qui a fait qu'en standardisant, avec une grande expérience, on a fait un parc de production qui était efficace. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? À partir de 2001, on a fusionné le combustible Cogema avec Framatome et une petite partie du CEA, et on a créé Areva. Et Areva, en quelque sorte, s'est crue un peu indépendante, et à mon avis, a fait une erreur stratégique. Ils n'étaient pas maîtres d'œuvre. Ils ont voulu construire tout seuls, sans EDF, un réacteur en Finlande. Sauf que ils n'ont pas l'habitude, ils n'avaient pas l'habitude, et ils font pas marcher des réacteurs. Alors à l'international, quand on va à Abu Dhabi et que Areva il va tout seul alors qu'ils font pas marcher des réacteurs, les gens ne comprennent pas pourquoi EDF n'est pas dans le coup. Donc si vous voulez, là on sait, il y a une erreur stratégique à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, ça explique que le gouvernement, à mon avis à juste titre, dise à Areva et EDF, bon maintenant vous remarchez un peu ensemble pour que sur le plan industriel, ça fonctionne mieux. Ceci étant, je suis d'accord pour dire que 3e génération, il y a l'EPR, je pense qu'après les autres réacteurs, ça ira probablement mieux. On va voir ce que font les Chinois, parce que les Chinois, ils sont à peu près dans les délais quand même. Enfin, ils sont moins en retard que nous, en tout cas. Ils sont moins en retard. Mais il y a d'autres réacteurs, notamment l'ATMEA 1000. Alors, Areva a probablement d'autres cartes à jouer, et l'ATMEA 1000, de même qu'il y a une très forte concurrence à l'international, parce qu'il y a beaucoup de compétiteurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des tas de gens qui proposent des réacteurs, à commencer par les Chinois. Un petit mot sur ce qu'on vient de dire, et je voudrais avoir votre réaction sur ce que dit Anne Lauvergeon. Elle dit c'est aussi, il y a eu un problème, c'est l'État actionnaire qui à un moment donné n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Alors pour compléter ce que vient de dire Jacques Percebois, et pour bien comprendre, le métier de maître d'œuvre est un métier dans lequel vous prenez la responsabilité de l'ensemble des opérations, et en particulier des choses qu'Areva faisait pour la première fois, comme par exemple couler le béton.
Ça, c'est quelque chose qu'ils ne faisaient pas. Traiter avec les autorités de tout un tas de procédures administratives, d'autorisation, etc., qui était avant un truc qu'ils ne faisaient pas. Et c'est ce nouveau métier qu'ils ont voulu faire en même temps qu'un nouveau réacteur qui fait qu'ils n'ont pas réussi. Voilà. Juste aussi pour rappeler, il n'est pas rare que les choses qu'on fait pour la première fois voient leur coût exploser. Le tunnel sous la Manche, n'importe quel développement informatique pour ceux qui connaissent. Enfin bon, c'est des choses qui arrivent assez souvent, y compris dans le monde pétrolier aussi. Hein. Dans le monde pétrolier, il y a un gisement en Caspienne qui s'appelle Kashagan. Le budget initial était de 6 milliards de dollars, ils sont rendus à 45. Donc c'est quelque chose qui est pas rare, on va dire, et qui n'est pas propre au nucléaire. Alors après. Sur la question qui a été posée, qui m'est déjà sortie de la tête depuis le temps que je cause. C'est vrai, l'avenir de la filière. Je disais, en gros, Anne Aubergeon dit oui, mais c'est parce que l'État actionnaire n'a pas fait le travail. Là, aujourd'hui, on voit bien que l'État dit il faut qu'il y ait un rapprochement entre EDF et Areva. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, ce qui n'aide pas, et ça renvoie au début de l'émission, c'est le fait que le discours politique sur le nucléaire n'est pas stable dans le temps, n'est pas carré industriellement et n'est pas calé sur des objectifs dont on comprend pourquoi. Donc ça renvoie au début de l'émission. Le nucléaire, faut-il en faire ou pas? Il y a une première question qui est où est-ce que je le mets dans les hiérarchies des choix énergétiques qui sont possibles chez moi? Donc on peut souvent le débat en France c'est nucléaire contre éolien, mais il y a aussi par exemple nucléaire contre gaz. Il faut savoir que les Suédois se chauffent énormément avec de la pompe à chaleur alimentée avec de l'électricité. Ça, c'est une solution qui est concurrente du gaz qu'on peut utiliser par ailleurs pour se chauffer chez soi. Les énergies fossiles avec voilà, donc il y a une concurrence avec les énergies fossiles aussi. Il y a une concurrence nucléaire charbon dans le monde, etc. Donc où est-ce qu'on met dans les choix? Et ça dépend du coût, ça dépend de la dangerosité, ça dépend etc. Et ça dépend des choix politiques. Et les choix politiques dans un pays éclairé devrait intégrer, je ne dis pas devrait se caler sur, mais devrait au moins intégrer les faits documentés et le monde tel qu'il se présente. Or en France, c'est difficile, c'est pas comme ça que ça marche, et du coup vous avez un discours hésitant qui n'aide pas à avoir une stratégie industrielle, c'est absolument évident. Et nous allons passer maintenant aux questions SMS. Je ne veux pas de centrale nucléaire près de chez moi, ni de lignes à haute tension, ni même d'éoliennes, mais je veux l'électricité. Alors voilà, c'est classique, hein, Daniel Bois. Oui, il y a des gens qui sont comme ça, effectivement. Il y a l'idée que les choses doivent se passer ailleurs, je dois l'électricité, mais pas de centrale. Ceci dit, quand on regarde ce qui se passe autour des centrales, quand on interroge les gens autour des centrales, ils sont pour la centrale, parce qu'ils profitent énormément des retombées économiques, de l'emploi, etc. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Il n'empêche que dans notre pays, comme dans d'autres pays industriels, il y a maintenant un réflexe qui est un petit peu un réflexe de pas chez moi, plutôt chez les autres. Indéniable, bien sûr, on a vu ça dans plein d'endroits. Donc, mais il ne veut pas non plus d'éoliennes, il y a un problème avec les éoliennes. Il y a quelque chose qui a bougé en France, je trouve, depuis une quinzaine d'années, c'est qu'on a commencé à mettre en route des procédures, Commission nationale du débat public, pour aider un petit peu à débattre des choses localement. Bien. À mon avis, c'est un progrès, parce qu'avant, on faisait passer le bulldozer sans trop discuter. Je ne dis pas que c'est parfait, mais c'est un progrès. Ceci dit, la société, j'ai l'impression qu'elle va dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'elle est de plus en plus rétive à ça, pour des tas de raisons, pour une espèce de divorce entre la science et la société, ce qui fait que même si on a augmenté, amélioré les procédures de débat public, ça ne se passe pas toujours très bien. Allez, une autre question. La menace terroriste est-elle un argument en faveur de la fermeture de nos centrales ? Ça vous fait sourire? Je pense que la personne qui pose cette question ne sourit pas en posant la question. Elle a raison, c'est pas une plaisanterie. Moi, je crois que c'est pas une plaisanterie du tout. On a vu qu'on pouvait survoler des centrales avec des drones. Alors, nos centrales sont calculées pour pouvoir résister à la chute d'un petit avion, mais pas d'un gros, et nos piscines sont calculées pour résister à la chute de rien du tout. Bon. À part pour le PR, oui. À part le PR. À part le PR, oui. Mais les autres, non. Donc voilà, il y a un risque. Je voudrais juste dire un mot sur la question précédente, excusez-moi. C'est que quand même, vous avez de plus en plus en France des communes, des collectivités locales qui s'organisent pour l'autonomie énergétique et qui font participer la population. Et là, ça marche. Mais il y a d'autres... La question, c'était pas celle-ci. Alors, je suis désolée. On avance. Si vous le voulez bien, ça a suscité le débat, beaucoup d'interrogations. Donc, je vous les pose. Dans quel état sont les réacteurs français ? Dans quel état, c'est-à-dire? Dans quel état? Ils sont en bon état, ils sont en mauvais état, ils sont On en revient à ce qui a été dit tout à l'heure. On en revient à ce qui a été dit tout à l'heure. Il y a un dialogue permanent en France entre l'exploitant, qui est EDF, ou le CEA, ou le CNRS, parce que vous avez aussi des installations de recherche qui ne sont pas opérées par EDF, et un gendarme
qui s'appelle l'autorité de sûreté nucléaire. Et la loi a confié aux gendarmes le soin de vérifier l'état dans lequel sont les installations et de les autoriser à poursuivre ou pas leur exploitation par tranche de quelques années, sous réserve ou pas de faire un certain nombre de travaux. C'est-à-dire que de temps en temps, on leur dit, ben voilà, il faut investir. Voilà. Le débat entre l'opérateur et son médecin, entre guillemets, est un débat très long, très technique et très complexe et qui, de ce fait, est malheureusement très difficilement accessible aux observateurs extérieurs. Je voudrais juste avoir la réponse à la question. Pardon. D'accord. Dans quel état? D'accord. Je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais on n'est plus à l'heure du débat. Alors maintenant, on répond aux questions. Non, mais pardon, c'est simple. Dans quel état sont les réacteurs français? Pas en bon état. Voilà la réponse. État conforme pour qu'ils puissent fonctionner, dit l'ASN. Bon, allez, avant de supprimer le nucléaire, ne faut-il pas commencer par économiser de l'énergie? On l'a peut-être pas suffisamment, ce débat sur... Oui, simplement économiser l'énergie, il y a l'efficacité énergétique, et là, vous en avez des tartines partout. Et puis on arrive à la sobriété. La sobriété, qui c'est qui fait l'affaire? C'est vous, c'est moi. Et là, c'est en 3 lignes, parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, la sobriété. Comment on va convaincre les gens d'être sobre du point de vue? Comment on va leur convaincre, par exemple, que ce n'est pas 22 degrés, mais 18 qu'il faut mettre un pull? C'est très, très, très difficile. On n'a pas les moyens, parce que là, c'est de l'action qui n'est pas de l'action sur la technique, c'est de l'action sur les gens. Il y a la persuasion, il y a la taxation, il y a des tas de choses. Mais franchement, dans les rapports sur la transition énergétique, c'est le paragraphe qui est le plus mince, parce qu'on ne sait pas très bien comment on va organiser ça. Changer les mentalités. Voilà, changer les mentalités. Ça commence dès l'école, tout ça, éteindre la lumière. Oui, non voilà. Oui, il y a un potentiel. Ça marche pas, ça. La sobriété, en effet, c'est une chose, mais il y a quand même un potentiel important d'efficacité, à la fois dans les transports et dans le bâtiment, parce que c'est quand même les 2 gros secteurs où il y a des gens qui économies. commencent à s'organiser. Allez, de combien augmenterait ma facture d'électricité en cas de suppression du nucléaire? Est-ce qu'il y a eu des simulations là-dessus? Et en cas d'investissement nécessaire sur le nucléaire, parce qu'il ne faut pas croire que ça va coûter rien du tout, que de mettre 100 milliards sur la table pour mettre les centrales en sécurité, pour commencer, et de récupérer Areva. Donc je crois qu'il faut essayer c'est un débat justement qu'on n'arrive pas à avoir, qui n'est pas rationnel sur les coûts respectifs. C'est vrai que le renouvelable coûte, mais aujourd'hui on arrive à des prix de revient du renouvelable qui sont inférieurs aux prix de revient du nucléaire nouvelle génération. Ça dépend par quoi on le remplace. Oui, si on le remplace par du charbon, ça augmente pas beaucoup dans les circonstances actuelles. Par l'éolien, non. Si on le remplace par de l'éolien et du solaire, je vais me risquer à dire que ça augmenterait d'un facteur 5 à 20 sans être précis. Non, pas vrai. 5 à 20, une réponse. Non, mais c'est faux. Bon, bah, allez, de toute façon, vous ne tranchera pas entre vous. Allez, le problème du nucléaire, n'est-ce pas avant tout les déchets? C'est un problème. C'est un problème parce que, si vous voulez, j'allais dire, dans le nucléaire, vous avez en effet des déchets. On peut en recycler quelques-uns. Alors c'est l'avantage d'ailleurs des nouveaux réacteurs, et ce sur quoi insistait Madame Royal, c'était ça, c'est-à-dire aujourd'hui il y a des travaux de recherche sur des réacteurs dits de 4e génération, c'est-à-dire le projet Astrid en France, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le plutonium que vous obtenez, vous pouvez le recycler, multi-recyclage est possible. Bon, ceci étant, il restera des déchets. Heureusement, les déchets les plus dangereux, c'est 1% des déchets, il y en a quand même un certain nombre. La loi prévoit que ces déchets très dangereux doivent être enfouis donc dans un site géologique profond de 500 mètres environ, si vous voulez. Alors, le problème des déchets reste un problème, parce qu'on sait, dans l'état actuel des choses, on sait qu'on devra les stocker. Bon, alors on espère peut-être que demain, avec la nouvelle technologie, une partie pourra être transmutée, mais pour l'instant, il y a en effet... Pour l'instant, il y a un problème des déchets. Le problème, il n'est pas économique, parce que le coût d'enfouissement des déchets, même s'il augmente par rapport à ce qu'il était avant, si vous voulez, ça représente un pourcentage modeste du prix de revient du kilowattheure nucléaire. Le problème, c'est en effet, il reste des déchets qui ont une durée de vie... Et je pense que notre téléspectateur ou notre téléspectatrice ne voulait pas non plus habiter à côté d'un endroit où on stocke des déchets nucléaires. Oh, à 500 mètres de profondeur, vous risquez pas grand-chose. C'est vrai. Allez, arrivera-t-on un jour à stocker correctement l'électricité? Oui. On sait déjà le faire. Oui. Le problème, c'est que c'est quelque chose qui est gourmand en espace. Aujourd'hui, il y a dans le réseau français des installations de stockage qui sont des barrages réversibles. Donc, c'est des barrages avec lesquels vous avez une retenue en amont, le fameux lac de barrage, et vous avez une retenue en aval. Et vous faites circuler l'eau du bas vers le haut quand vous avez de l'électricité disponible par ailleurs, et ensuite vous restituez cette électricité à un moment où vous en avez vraiment besoin en turbinant l'eau dans l'autre sens. On peut faire avec la méthanation aussi. Justement, on peut faire avec la méthanation. Justement, cette question, peut-on construire plus de barrages
en France plus performants que les anciens? Alors, de nouveaux barrages standards, il n'y a plus assez de pluie qui tombe pour qu'on y arrive. Bon. Par contre, des barrages réversibles, ça on pourrait, mais ça occuperait beaucoup d'espace. Merci beaucoup à vous, à tous, même malgré les débats. Je pense qu'on a un petit peu avancé. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h25. Lundi, vous retrouvez Axel de Tarlé pour C'est-à-dire Yves Calvi à 17h50 pour C'est dans l'air. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche 18h pour C'est politique. Mon invité sera Jean-Christophe Cambadélis. Très belle soirée sur France 5.